le web. Le 1er octobre, donc dans pas longtemps, on a Antonio Goncalves qui vient. Donc via nos petits copains de chez CGI, qui le font venir, donc ils s'arrêtent ici. Nous faire un talk sûrement autour de Java EE. Donc après, on verra le sujet exact. Après, on aura aussi une autre soirée, on a d'autres soirées après en novembre et décembre de Calais, mais c'est pas trop sûr encore, donc je ne communique pas. Et puis voilà, donc je vais laisser la parole à nos invités de ce soir pour 1h30, 1h30. Ok, ça marche. Okay. Et donc encore une fois, merci aux sponsors. Ah si, j'oublie un détail, coucou aux millions d'internautes. Parce que pour ceux qui ne le savent pas encore, donc on retransmet en direct la soirée sur Internet, sur Google Hangout. Donc Yannick, tu as dû tweeter le lien? Quelqu'un a tweeté le lien? C'est tweeté. C'est tweeté. Donc voilà, donc les slides et tout sont retransmis en direct sur Internet via une application que développe notre petit copain Sylvain, donc, qui est pas là ce soir. Mais donc c'est un truc qui développe et qui va sûrement open sourcer assez vite, je pense. Donc vous pourrez aussi réutiliser ça pour vous amuser, pour se mettre des conférences en live, se mettre des conférences. Voilà. Et ben merci. Et ben, ok. Tu l'as éteint? Ah oui, je l'ai éteint, mais tu peux le rallumer. Allez. Hop, c'est important. Bonjour à tous, déjà, et à toutes. Alors, je vous rassure, c'est un peu pareil sur Lyon, hein, on n'est pas très nombreux. Alors, bienvenue à notre conférence, effectivement, qu'on a déjà donnée à DevOps, qui s'appelle le testeur qui teste et le mauvais testeur qui teste. On verra ce que ça veut dire derrière. Donc, en gros, on va vous parler de test aujourd'hui. Nous, on est déjà contents d'être ici à Clermont-Ferrand. Déjà, vous avez un super logo de job. Je sais pas si vous avez... Le meilleur, hein. Le meilleur de tous les jobs de France ou un peu plus. L'écran passe pas, mais... L'écran n'a pas défilé, mais bon, je sais pas si c'est normal. S'il est censé avoir défilé, c'est pas normal qu'il défile pas. Ah. C'est pas grave, on montre que le logo, donc. L'application, elle est toute simple. Donc, vous avez des conférences. Donc, c'est une application qui gère des conférences, donc Mixit par hasard, JobSummerCamp, des Docs, NameWebMix, etc. C'est un truc tout bête. Sur chaque conférence, on va pouvoir trouver des speakers, et sur chaque speaker, on a un ou plusieurs talks. D'accord? Donc, le fonctionnel est, on va dire, relativement simple. Au niveau de la qualité des tests et de la qualité de l'application, donc on a des rapports sonars. Si je regarde un petit peu la partie test, je suis relativement contente de moi, c'est-à-dire j'ai un rapport test, enfin j'ai 110 tests pour une petite appli, c'est plutôt pas mal, et ils mettent pas trop longtemps à s'exécuter, et ils s'exécutent bien. Ouais, sauf que les rapports sonars c'est bien, si tu as des mauvais rapports sonars, je te dirais qu'il y a un problème. Mais avoir des bons rapports sonars, ça fait pas tout. C'est vrai que ça fait pas tout. Donc il va falloir qu'on regarde un peu plus ce qu'on a dans cette appli. On va prendre l'exemple sur une des fonctionnalités qui est de trouver la conférence la plus hype. Tout à fait, donc là c'est un service très simple. Donc un service qui s'appelle Get the Hypest Conf, qui travaille, en fait, qui va vous renvoyer parmi toutes les conférences que vous avez dans votre application, les conférences les plus hype. Alors c'est quoi une conférence hype? Mais déjà, ce que je peux voir, c'est que tu fais du Java 8. Donc ton code est assez clair. Je sais pas si dans la salle, juste comme ça, par qui fait déjà du Java 8. Mais testez-le le plus rapidement possible parce que ça va vraiment changer vos habitudes de codage. Tout à fait. Donc là, comme je disais, pas le but de la conférence. On a quelque chose de très simple. Et qu'est-ce que c'est qu'une conférence hype? Donc c'est pas, on n'a pas voulu faire ça genre le nombre de followers Twitter de la conférence, etc. On ne pense pas que ce soit un indicateur très, très pertinent. Donc on a préféré travailler sur un ratio. Et le ratio, en fait, est le suivant, c'est le nombre de conférences globales de votre événement sur le nombre de propositions. Donc plus ce ratio est petit, plus la conférence est sélective et plus elle est jugée hype. Donc plus les speakers qui sont foulés, plus c'est... C'est ça. Donc du coup, ça c'est deux politiques du fonctionnel, et le service, il va simplement vous retourner cette liste de conférences classée de la plus sélective, la plus hype à la moins sélective. Voilà. Donc le code il est joli, on est là pour parler de test. Oui. Et de lisibilité. Tout à fait. Donc, voici mon beau code de test. Ok, je vais passer un peu l'écran. Donc du coup, là tu as ma classe de test, donc on verra toutes les démos comme ça plus tard. Et pour le moment, tu vois, j'ai deux méthodes de test.
un premier test qui vérifie que tout va bien, donc test the hypostroof, OK, et un deuxième qui vérifie le cas d'exception. Test the hypostroof, cas où. Je vois sur les critiques. Bon, on est là pour ça, Guillaume. Donc ton code était super clair, mais là, déjà ton test, j'y vois rien du tout. C'était Déjà, donc j'ai plusieurs points à te faire remonter. Et le premier, c'est sur le dommage de tes méthodes en fait. ouais. Une bonne nomenclature, c'est qu'une méthode, elle devrait répondre à deux questions, le quoi et pourquoi. Typiquement, quand tu arrives sur une plateforme d'intégration continue, que tu as un test qui plante, déjà juste en voyant le nom de ton test, tu devrais déjà être aiguillé sur le problème. Ouais. Donc, pour ce faire, en fait, c'est bien d'utiliser le mot-clé should, par exemple. Tu commences tout en bas, Ouais, OK. dans cet KO. Tu vas dire, en fait, là, tu voulais récupérer des conférences. Donc, tu pourrais dire should not find the post-conf. Tu vas expliquer le contexte en faisant un while. Donc, après, je sais pas, c'était no data, c'est ça? Ouais, c'est quand j'ai pas de données, effectivement. D'accord. Donc, tout de suite, tu as déjà un nom plus parlant. OK, et tu veux que je fasse la même chose pour la... Voilà. OK. Donc là, pour le moment, on fait du refactoring de haut niveau. Hein. OK, donc là, dans ce cas-là, j'ai mes 3 cas passants, c'est ça? Voilà. OK. Donc déjà, on n'a plus des méthodes de test qui commencent par test. Ça, c'était quelque chose qui était imposé par le framework Unity dans sa version 3. Et depuis qu'on a la version 4, on a la version 4.11, donc on a eu beaucoup de versions et on retrouve encore ça dans beaucoup de codes en fait. Voilà. OK. Donc maintenant, on va passer sur le deuxième problème. Alors, c'est quoi ton Je ne deuxième pas que la problème? première méthode de test, elle est un peu grosse. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'elle fait justement? Alors, bon, j'ai plusieurs cas de tests. Le premier cas, c'est que je vais comparer DevOps à Mixit. Le deuxième cas, je vais comparer Mixit au Jackson Marquand. Qui c'est qui est déjà allé au Jackson Marquand? Là, vous devriez, c'est à La Rochelle, au bord de la mer, c'est super. Tout à fait. Bon, c'est un peu loin par contre. Mais... Je pense que c'est une des meilleures confs qui existent. Donc, du coup, dans ces cas de test, le premier, qu'est-ce que je fais? J'insère en fait, je fournis une liste de conférences, celles que j'ai citées. On y reviendra, je vais stubber en fait, on reviendra sur ce que j'appelle stub, mon repository qui est une dépendance de mon service, ce qui me permet d'avoir accès à des données. Et je me dis, dans tous les cas, tu retrouves cette liste de conférences. J'appelle mon service, celui qu'on a vu juste avant. D'accord? Ensuite, je vais extraire le nom de mes conférences et je vais les comparer à ma liste de conférences attendues. Et en dessous, tu fais quoi? La même chose. Le deuxième cas de test, bah oui, c'est la même chose. Le Sauf troisième que je change les valeurs, quoi. Le troisième? Eh ben, c'est la même chose, Ok. sauf que j'ai un cas de test différent. Donc en fait, avec TSNG, c'est que depuis très longtemps, on peut utiliser des data providers. Ce qui permet en fait de rendre paramétrables nos méthodes de test. On va pouvoir injecter des paramètres à l'intérieur pour pouvoir justement factoriser tout ça. Avec JUnit, on peut le faire depuis, je crois que c'est la 4.8 ou la 4.9, je ne sais plus. Ils ont mis en place une notation qui s'appelle parameterize. Ouais. Bon, désolé pour mon accent anglais, parce que je suis pas très bon là-dessus. Par contre, moi je te conseille d'utiliser parce que quand on veut utiliser cette annotation, elle nous impose justement les paramètres qu'on veut injecter à notre méthode. Elle nous impose de les définir en tant que variable d'instance de notre classe et d'initier des valeurs dans un constructeur. Donc déjà vu quand vous entendez parler, je pense que ça vous fait peur. Donc il y a beaucoup plus simple, et il y a un petit projet utilitaire qui s'appelle JUnit Param, qui se rapproche en fait du comportement de TSNG, et qu'on va utiliser pour simplifier le test. Pourquoi je l'ai tout fort, tu n'es pas? Parce que c'était les variables d'instance qui géraient en ton... Ça, le problème du constructeur pour changer les valeurs. D'accord. Donc du coup, tu as préféré... On est là pour simplifier le test, pas pour le compliquer. Pas de souci. Donc Donc, après, du coup... pour utiliser JUnit Param, donc tu commences par utiliser un runner. Donc c'est un runner qui s'appelle JUnit Param runner. Parfait. Tu portes ton runner. Ok. C'est bon, là. Ok. Donc on va aller voir ta méthode et on va commencer à la refondre pour rendre paramétrable certaines choses. Donc on voit qu'à chaque fois tu as deux conférences en entrée et une liste où tu vas comparer les noms en sortie. Donc tu vas pouvoir rendre comme paramètre ta première conférence, c'est ton premier paramètre de ta méthode. J'injecte ces deux premiers paramètres à ma méthode de test, c'est ça?
Oui, ça devient des paramètres de ta méthode. D'accord. Hein. Le deuxième. Donc, on va pouvoir utiliser IntelliJ, on a plein de raccourcis sympas pour pouvoir le faire rapidement. Ok. Et tu veux que j'extrais le dernier aussi, qui est C'est la... ça. Ok. Ok. Donc déjà, ce qui te reste en bas, les 3-4 tests, tu peux les supprimer. Les autres, tu veux dire? Pas les deux autres, pardon. En fait, tu vas me faire injecter dans ma méthode, d'accord. Cool. Donc on a revu le code qui fait bien ça, et maintenant on va utiliser une annotation qui s'appelle parameter. Sur cette méthode, d'accord. Où on va indiquer en fait à JUnit param comment il va injecter justement et peupler les différents paramètres. Il y a quoi dans cette méthode? Donc en fait la notation elle a deux propriétés, elle a méthode et value. Donc soit on utilise value, on va définir sous forme de chaîne de caractères en fait tout ce qu'on veut injecter dans notre méthode. Ça c'est un peu lourd parce que dès qu'on a des paramètres typés, on n'a aucun contrôle sur la saisie, donc c'est source d'erreur, donc je vous le déconseille fortement. Donc ce qu'on va plutôt utiliser, c'est la première méthode où on va faire référence à une méthode qui va nous renvoyer un tableau d'objets qui sera chargé. Là, je mets le nom de ma méthode, c'est ça que je vais écrire derrière. C'est ça. Ok. Et maintenant, je vais écrire cette méthode. Je vais Vu que ça porte pas grand chose, on s'est permis de faire une petite feuille de compte pour aller plus vite. Ok. Donc là, j'ai ma méthode qui va m'injecter les paramètres. Donc on retrouve tous mes 4 tests, en fait, les 4 tests sont ici. Et tu vas retrouver tes 3-4 tests avec en entrée tes conférences et dans l'ordre de laquelle tu veux les voir arriver. Et ce $, là, c'est un truc de... $, c'est simplement une méthode JUnit param qui s'appelle $, simplement pour avoir une syntaxe plus... D'accord. Cool. Donc voilà, donc maintenant tu pourrais exécuter. Alors, comment je fais pour exécuter mes tests? Tu l'as peut-être pas vu, mais en fait, je lançais régulièrement des mails sur mon projet, des compilations du projet. Et j'utilisais le fameux plugin Infinitest, en fait, qui est un plugin développé par un Français qui s'appelle David Gageot. Je ne sais pas si vous l'avez déjà reçu au Et vous en avez parlé? Ouais. Donc c'est un outil très sympa en fait, qui permet de relancer les tests en tâche de fond. En continu. En continu dès que vous lancez une compilation. Voilà, donc ça permet évite à chaque fois de lancer à la main votre batterie de tests, etc. C'est quand même sympa. Et évidemment, il est intelligent, c'est-à-dire qu'il ne va pas relancer tous vos tests, il va relancer à la compile les tests qui ont été modifiés. Ou les tests dont le code de service a été modifié. D'accord? Donc voilà, donc écoute, c'est déjà pas mal, moi ça me plaît bien ce que tu me montres là. Donc en fait, ma méthode... On peut lancer quand même une exécution normale, parce qu'on va voir comment justement JUnit param fait apparaître ça dans les rapports tests. En fait, il lance vraiment 3 tests. On peut retrouver avec les paramètres d'entrée dans les traces. Et donc dans l'affichage de votre IDE, vous avez l'intégration des tests paramétrés, donc vous avez vraiment les différentes exécutions. Ok, cool, bah là je suis pas mal. Hein. Ouais, mais malheureusement je crois que j'ai encore des choses à dire. Bah, je sais que je suis un peu continu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, alors là je vois un assert equals. Ouais. Assert equals, c'est un peu historique dans JUnit, qui nous permet de faire des assertions justement sur ce qu'on aimerait avoir par rapport à ce qu'on a reçu. Bon, déjà, juste si on essaie de traduire ça en français, de l'assert equals, déjà on met la valeur expected en premier avant l'autre. Donc ça nous fait parler un peu à la Yoda, quoi, la Star Wars. J'aime bien. Alors, on est geek, on aime bien Star Wars, mais bon, moi j'aime bien aussi quand le code est parlant. D'accord. Donc t'aimes pas ça, c'est cool. Non. Oh, mais je te rassure, non plus. Donc après, le créateur Gmock, il avait à l'époque mis en place un mot-clé assertbat. Il proposait justement de revoir la manière d'écrire les tests. Donc JUnit a repris ce bon principe, donc ça, il a créé le framework Amcrest. Mais ce framework-là, il est assez lourd aussi dans la syntaxe. Donc il y a d'autres frameworks qui se sont créés à côté. Les petits frameworks, c'est pas grand-chose. Il y a FestAssert et le dernier en date, AssertJ, qui est un fork de FestAssert et qui vit beaucoup plus que FestAssert. Donc c'est celui que je vous conseille et c'est celui qu'on va utiliser ce soir. Qui c'est qui utilise FestAssert ou AssertJ? Ok. Donc tu veux me le faire utiliser quoi? Ouais. Donc tu commences par un assertion. Ok. Assertbat. Donc après tu peux faire un apport statique pour que ce soit un peu plus lisible. Ok. Et donc assertbat quoi? Tu vois, au-dessus, tu as tout un tas de tests
pour aller vérifier. Donc tu vas récupérer ta liste, après tu vas extraire. Bah là, j'ai le ma nom des liste. conférences. Ouais. Sur ma liste, j'extrais le nom des cours. Et c'est ce nom de cours que je compare à ma liste de conférences attendues. Ouais. Ouais, bah moi je te propose de réécrire ça en ligne. En Donc tu ligne. prends directement ton résultat de ton repository, Ouais, donc j'appelle mon cours, ouais. dans ton service, pardon. Ok. Et là, derrière, tu vas lui demander en fait de faire une comparaison sur le résultat. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire une propriété de la liste. Donc toi, tu faisais ici l'extraction du nom. C'est sur le nom. Ouais. Voilà. Et tu Ok. peux comparer derrière avec une liste. Donc là, tu vas avoir un content exactly elements of Et là, je mets donc mon truc qu'on fait texte attendu. D'accord. Cool. Donc tout le morceau de code que tu as au-dessus ne sert plus à rien. Tout ça là. C'est ça. Effectivement. Quand je te parlais de visibilité, tu vois qu'on peut faire mieux quand même. D'accord. Ça, c'est cool. Et en plus, tu peux définir, j'imagine, tes propres versions, etc. Si ouais, ça correspond pas à ce que tu veux, tu peux en rajouter assez facilement. Et le créateur, qui est aussi un français, Joël, je connais que le début et la fin du nom, c'est assez. Donc, moi, je ne m'appelle pas. Donc, c'est Joël Costigui, voilà. Et c'est encore un français qui fait ça, qui maintient Acergy avec finalement peu de monde. Hein. Et si vous avez des besoins, il est preneur, il fait très vite les ajouts justement à cette librairie. En tout cas, ce que j'aime bien dans ce que tu montres là, c'est le principe d'API Fluent. Voilà, on a quelque chose qui est visible, on a quasi une phrase, quoi. Je vérifie que le retour de mon service, ma liste des conférences les plus hype, sur leur nom, contient exactement ce type d'élément. Donc c'est vrai que c'est quand même plus visible, quoi. Et puis j'ai pas tout ce code assez nerveux là, que j'avais jusqu'à présent. Cool. Ouais. Un dernier point, je te laisse tranquille, c'est sur la dernière méthode, c'est sur les exceptions. Les Maintenant, exceptions. on utilise Acergy, on peut revoir deux trois trucs. Ouais. Donc déjà l'assert fail. L'assert fail, s'il plante dans les logs, ce qu'on va avoir, c'est juste avoir une info comme quoi c'est un plantage. Ouais, Sans plus d'informations. c'est vrai. Donc là, ce que tu peux rajouter justement avec dans Assertions, tu as un truc qui permet de vérifier que l'exception, une exception précise. C'est celle-là, hein, c'est ça. Voilà. D'accord. Close exception. Et là, en fait, je mets le type d'exception auquel je Voilà. prends. Donc là, tu auras un message clair. Donc ça va faire juste de la D'accord. visibilité dans ta log en fait. Et qui te dira, bah non, ton test en fait il a planté parce qu'il aurait dû lever cette Ce type exception. d'exception. Ok, cool. Pareil sur ton assert equals dans ton catch. Oui. C'est-à-dire que je peux remplacer ça par le fameux asservat dont tu me parlais. Dans l'assert vat, qu'est-ce que tu veux vérifier? C'est quoi ton message pour le moment? Tu vas Ouais. vérifier l'exception. Tu vas C'est faire mon exception. l'assert vat sur ton exception et après tu fais un test sur le message. As message. D'accord. C'est cool ça. Et à chaque fois, on va écrire en fait comme si on écrivait en français. Bon, pratique. Principe de la mutuelle. D'accord. Ok. Et Ben, c'est cool là. est-ce que ton message, tu as vraiment besoin de le tester? Alors dans ce cas-là, effectivement, c'est pas ultra pertinent, parce qu'il n'a pas forcément de grosse valeur ajoutée, quoi. C'est très souvent le cas en fait où on veut tester des messages alors que. Aucune conférence évaluée, c'est sous-entendu par conférence qui vont Voilà. effectivement. Donc là, tu peux utiliser la propriété de l'annotation test expected. Notation, ouais. Et là, tu vas spécifier en fait l'exception qui est susceptible d'être générée, enfin qui doit être générée. D'accord. Et si jamais elle n'est pas générée, tu auras une erreur. Donc je peux virer mon try catch, tout ça, quoi. Tu peux tout virer, ouais, et tu auras juste à rajouter un throws sur la signature de ta méthode. Ta méthode, ton exception, c'est une check. D'accord. Ah ouais. Effectivement, c'est déjà plus sympa. Bon, bah, tout à l'heure, tu m'as montré 4 écrans pour montrer 2 tests. Là, tu n'en as plus qu'un. C'est vrai. C'est cool. Je trouve ça effectivement plus limite, quoi. Que ce soit, et bon, je dis pas que les tests paramétrés, ça, je trouve ça super bien, parce qu'effectivement, les 4 tests, ils sont concentrés dans une seule méthode. Et j'aime bien. Le fait de paramétrer les tests, pour jouer sur une chose, c'est la granularité. Ouais. Quand on fait des tests unitaires, une méthode devrait vérifier qu'un seul comportement et on ne devra avoir qu'un seul assert. Si vous en avez plusieurs, à chaque fois, il faut multiplier les méthodes. Même si vous faites de la duplication, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est vraiment d'isoler tous les cas de test. Que si jamais vous mettez tout dans une seule méthode, si vous avez que le premier qui plante et vous en avez 10 derrière qui ne sont pas passés, bah, vous avez 10 autres tests derrière qui ne seront pas lancés. Ouais, pas qui sont pas lancés. Et par contre, moi, ce que je trouve aussi plus lisible dans les méthodes paramétrées, là, avec du param, c'est que le cas de test est plus lisible en fait. Tu sais, j'avais groupaté avant
Et c'était dur de savoir ce que je me testais en fait. Donc là, je trouve ça plus mieux. Donc convaincu. Hein. Eh bien écoute, je crois qu'on peut le dire. On passe à la suite. Hein. Ouais, sauf que là, moi, j'en ai marre. Ah. Ouais, je veux qu'on change de rôle. Moi, je veux pas. Hein. Je suis bien moi, comme ça. On va voir ce que tu donnes au mauvais coup. On refait une fois. C'était vraiment trop chaud. Ah, t'es bon, tu me retournerais. Des plus souple à des votes. Hein. Ouais. Bon, ça va, je suis cassée. Je me sens mal dans le fleuve. Ok, donc je veux parler de maintenabilité, c'est ça? Ouais. Ok, alors j'ai pris le micro. Donc un des soucis, On a fait une fois. un des problèmes qu'on a souvent quand on parle. Vous m'entendez avec ce micro? Oui. Ce qu'on incrimine souvent quand on parle de maintenabilité des tests, ce sont les mocks. Donc vous allez recevoir Antonio Goncalves bientôt là. Et Antonio Goncalves, il avait lancé un mouvement qui s'appelle le No Mock Movement. C'est-à-dire du tout. Alors c'est un peu comme l'AutonoMySQL. C'est NoSQL, l'AutonoMySQL, c'est-à-dire que c'est pas que il n'y a pas que le SQL sur Terre, c'est ce qui est sous-entendu d'ailleurs le nom de SQL. Là c'est un peu pareil. Vous voulez dire en gros il n'y a pas que des mocks sur Terre, mais quand même la volonté de ce mouvement qui n'est pas non plus super développée, peut-être qu'il vous dira la même. Là, ça n'a pas pris non plus tant que ça, mais ça a mérité quand même le fait que les gens se posent la question sur les mocks, parce que c'est bien en pas d'en faire, quoi. Et en gros, derrière, l'idée c'était de Et bon, moi je partage pas forcément ce point de vue de dire qu'il faut plus faire mock, vraiment plus beaucoup. Je pense qu'il faut mieux connaître les frameworks de mock et mieux distinguer ce qu'on appelle les mocks et les stubs. Alors, sans rentrer trop dans la théorie, il y a un gars qui s'appelle Martin Fowler, qui est un peu connu dans le monde du software design, hein, dans le monde de la conception objet, qui a sorti un article il y a une dizaine d'années qui expliquait un peu ce concept. Et je pense que cet article-là, il est pas très connu. On vous le fournira en fin de compte. Et il explique en gros vraiment bien la différence entre les mocks et les stubs. D'accord? Donc un stub, c'est quoi? C'est un pauvre bouchon. D'accord? Et c'est ce dont on doit avoir besoin dans la plupart de nos tests. Parce que la plupart du temps, nous, ce dont on a besoin, c'est de ne pas tester notre service avec toutes ses dépendances. Enfin, d'accord? Un mock, c'est quelque chose d'un peu plus évolué. Un mock, c'est un simulacre, c'est un objet qui va nous permettre en fait de tester par exemple le nombre de fois qu'il est appelé ce mock, dans quel ordre, etc. C'est cool, mais sauf qu'on s'en fout souvent de ça. On s'en fout et ça peut être dangereux. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais vous testez vraiment les détails de l'implémentation de votre service, qu'est-ce qui va se passer? Votre test devient dépendant de l'implémentation de ce service. Et du coup, vous mettez à mal la maintenabilité de votre test. Donc c'est le souci, c'est pour ça qu'on dit souvent, les mocks c'est pénible, on est tout le temps obligé de faire des tests boîte blanche, ce qu'on appelle des tests boîte blanche, où on est très lié à l'implémentation. Mais ça c'est faux. Si vous utilisez des pauvres bouchons et des stubs, ça suffit. Ça vous permet de ne pas être lié à cette implémentation et de rester sur des tests qu'on appelle boîte noire. Donc là c'est pour son point de vue. Le mieux c'est de prendre un exemple. Ouais, prends un exemple. Allez. Donc si tu as un petit test en cours, J'ai un test en cours en fait où mon but c'est justement de vérifier le comportement d'un service. Donc, justement pour les créer. Ok. Donc, je veux ton tester. service il est dépendant d'un repository, donc d'un composant d'accès aux données. C'est ça, j'ai un repository, mon service. Donc, le service, je vais utiliser ce repository pour faire un save dessus. Et il va me renvoyer après une instance de plutôt sauvegarde. Donc, ton objectif, ça va être de bouchonner ton repository là. Oui. D'accord. Et on va le faire. Allez. Donc, dans ton setup, tu vas utiliser, donc, on va utiliser Mockito comme framework. Genre de mock. C'est un des frameworks aujourd'hui vachement utilisés quand on veut faire du mock. Et donc, sur cette classe-là, tu vas avoir une méthode statique qui s'appelle mock. Alors, tu vas du coup mocker ton repository. Donc, tu vas faire un talk repository, Mockito mock, de ta classe talk repository. La classe ou l'implémentation? Il faut faire les deux. D'accord?
Avant, les immocks, les vieux frameworks de mock, ne sont pas tout pénible. Aujourd'hui, les frameworks de mock ne sont pas très compliqués d'utilisation. Ok, donc là c'est ça. Et donc là tu viens de moquer, tu viens de dire à ton repository, tu viens de déclarer que ton repository va être moqué. Je suppose que j'injecte. Maintenant il faut l'injecter, c'est ça. Voilà. Ok. Donc là si je lance mon test, Qu'est-ce qui va se passer? je suppose qu'il va compter vu que mon repository va être appelé. Il marche. Il marche. Oui, parce que j'ai pas lancé le bon. Forcément, c'est super. Elle marche pas. Ok, donc à chaque fois tu vas avoir un mock qui te renvoie par défaut nul ou 0. Donc du coup on va essayer d'aller un peu plus loin pour voir comment ça marche. Ok. D'accord? Donc tu dis que c'est le comportement de Mosquito par défaut, c'est ça? Ouais, exactement. Par défaut, un mock va te renvoyer, il t'appelle l'implémentation réelle, il va te renvoyer une. C'est-à-dire que quand tu parles de stop, Ouais. là pour le moment j'ai un simple mock, j'ai rien stocké. Donc on va stopper. Ok. D'accord? Donc dans ta méthode de test. Oui. Juste avant d'appeler ton service, donc on va arranger notre test. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a une méthode qui s'appelle la méthode des 3A. On nous a posé la question des DevOps, donc je refais un blabla là-dessus. C'est une question à la fin, c'est Ouais, exactement. La méthode des 3A quand vous écrivez des tests, c'est sous-entend que vous, premier A, vous arrangez votre test, vous préparez, vous lancez votre service AGST, ACT, et vous faites vos assertions assert. D'accord? Arrange, act, assert. C'est ça la méthode des 3A. Donc là, tu avais une seule ligne de code qui était ton act, tu appelais ton service AGST, et donc là, ce que tu vas faire, c'est stubber ton repository. Donc dire, dans tous les cas, chaque fois que tu retournes, que ton service va appeler ce repository, tu vas me retourner tel tel. D'accord? Okay. Donc tu vas faire la range. Donc là, dans Mockito, tu as une méthode qui s'appelle when. Donc Mockito est une API fluent. D'accord? Donc tu utilises toujours ton objet Mockito. Et là, sur ce when, tu vas lui dire, eh bien, quand j'appelle la méthode save de mon talk repository, d'accord, sur n'importe quel talk, donc là tu fais Annie. Non, finalement, l'anglais, il n'y a pas qu'un exemple. À l'époque, on faisait tout ce que moi. Ouais. Et je me suis amélioré, j'ai fait des guides. Donc voilà. Donc là, tu dis n'importe quelle instance de type talk. Voilà. Et bien là, chaque fois que tu vas appeler ces repositories, tu vas retourner un return. Tu vas avoir une méthode qui s'appelle return. Soit un return, soit un source. Tu pourrais tester effectivement, tu pourrais lui forcer de sortir en exception. Mais là, on s'est dit qu'on voulait simplement faire un bouchon. Okay, donc c'est un stop simple. Ça renvoie un talk avec le nom de l'attente finalement. Exactement. Donc là, c'est ton nouveau. Donc là, dans ce que tu viens de faire ce que j'ai fait tout à l'heure, le pauvre bouchon. D'accord? Vous pouvez simplement de bouchonner la dépendance que votre service a à son repository. Pas tout le temps repository, mais si vous connaissez, si vous allez avec le terme DAO, c'est le composant d'accès aux données. Juste un truc avant, je voulais dire, vous m'avez vu écrire des sets sur des tours toujours. En fait, j'ai une manière d'écrire les getters et les setters un peu particulière, c'est que j'essaie toujours de rendre les API un peu fluents. Souvent, dans les classes de test ou dans les services, on est toujours amené à copier ces pauvres objets Java, le fait d'avoir une API fluente, ça permet de tout faire sur le mini. Et puis après, chaque setter renvoie l'instance de la classe pour pouvoir enchaîner après les sets les uns et les autres. Pardon, de la partie. Je te rends la parole. Donc là, si tu as exécuté, ça va faire quoi? Ça a marché, ça l'espère. Je te fais confiance, non? Cool. Par contre, moi j'avais utilisé Mockito, mais j'avais l'habitude de faire justement des assertions après. Ouais, donc c'était un grand plaisir de dire. Bah, au départ, oui, parce que c'est important que je code. Donc en fait, historiquement, on ne va pas vous faire toute l'anthologie et des frameworks. Je peux écrire ce que j'ai dit. Ah, vas-y. Mais il y avait un framework qui était sympa, qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle EasyMock, qui dans ses premières versions, il y a quelques années de ça, vous obligeait à faire de la vérification sur vos mocks. Donc, en fait, vous incitez à utiliser ce que j'appelle les vrais mocks, les minutes. Donc en gros, chaque fois que vous
vous mockiez votre dépendance, et ben, il fallait, utiliser un mock, eh bien, il fallait en fait vérifier le nombre de fois que votre mock avait été appelé, etc. Donc c'est ce que tu es en train d'écrire ici, que tu l'avais déjà fait. Ça, je ne dis pas que c'est pas bien. Vous avez l'impression quand vous écrivez votre test que vous blindez votre test, vous vérifiez bien le nombre de fois que votre mock a été appelé, etc. Là, on est sur un cas simple, on pourrait imaginer que j'en ai plusieurs des mocks, qu'il y en a un qui a fait 3 fois, l'autre 2 fois, je pourrais même vérifier l'ordre dans lesquels ils s'enchaînent et tout ça. Exactement, voilà, tu peux faire plein de vérifications. Le Mockito est quand même assez hallucinant parce que c'est un framework ultra riche là-dessus. Et c'est là que je dis attention. Pourquoi faire ça dans 80% des cas où vous voulez simplement bouchonner votre service? D'accord? Votre objectif, c'est de stopper, ce qu'on a fait dans la première ligne de code de votre méthode de test, là, et on ne veut pas forcément vérifier. Et Mockito est un framework qui ne vous incite pas forcément à vérifier. Les verify ne sont pas obligatoires, en fait. Et le problème de faire ces verify, c'est que si jamais, dans 3 semaines, dans 3 ans plutôt, vous changez votre implémentation et que vous appelez non plus une fois votre repository, mais 2 fois dans votre code, et que vous avez fait une vérification comme quoi votre mock avait été appelé une seule fois, votre test va planter. D'accord, en plus on est sur un cas ça, parce que souvent un service va appeler plusieurs repositories, on peut enchaîner toute une liste de vérifications. Et c'est de là qu'est né ce fameux mouvement de mock qui disait ouais, c'est les mocks qui nous embêtent, on ne veut plus les utiliser, etc. Ça vient entre autres, hein, pas que, mais ça vient entre autres de cette manière de faire de la vérification systématique, de faire des tests voix blanche, de faire des tests de contentement. Des termes qui sont assez similaires, c'est la même chose. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de dire ton verify. Là, on s'en fout, on se verify. Nous, juste plus haut, on vient de stubber ton repository, on vient de lui dire quelque chose de très souple, à savoir, chaque fois que tu appelles la méthode save sur n'importe quel tool, tu renvoies ça, et ça nous suffit. D'accord? Et là, ton test, il est plus lisible. En plus, ouais, c'est bien d'attaquer là-dessus. Toi qui étais à cheval sur la ligne. Ok. Ok. Bon, juste avant, tant qu'à faire, on va nettoyer un peu ton code. Utilise plutôt les annotations. Donc je crois que tu avais déjà fait ça aussi avant. Donc plutôt que d'avoir un setup où tu vas moquer explicitement ton repository, tu vas utiliser la notation @mock qui te permet donc du coup de marquer tes mocks et dont il faut déclarer ton talk service. Tu vas pouvoir utiliser la notation inject mock. Donc, grâce à ça, Mockito va savoir que tu vas vouloir injecter dans ton service tes mocks. Et comment il le sait, comment ça se déclenche? Alors là, tu vas avoir, comme tu seras de runner, ce qu'on fera juste après, tu vas devoir en fait utiliser un objet qui s'appelle mock annotation. Voilà, c'est mock annotation, et tu vas initialiser tes mocks. Voilà. Ok. Et en faisant ça, tu as la même chose que le code d'avant. Sauf que tu n'as pas de déclaration explicite dans ton setup. C'est vrai qu'on est en lisibilité. Sauf que ce que j'aime toujours pas dans cette écriture, c'est que tu as encore un setup avec un truc un peu technique, là, Mockito block. Voilà. On pourrait s'en passer. Si tu utilises le runner Mockito en entrée de ta classe, c'est la notation. Voilà. Dans la notation Rodwif, tu utilises le runner Mockito. Tu peux te passer de ton init explicite programmatique. Bon, je vais tout seul. Donc voilà. Donc là, on est sur un code du coup qui est assez lisible. D'accord? Donc avec Mockito, le petit passage, là, on fait un petit peu plus de CS Framework. Moi, je trouve que c'est un framework qui vous permet d'avoir vraiment du code peu verbeux dans vos tests. Donc on a quelque chose de lisible. Et on a bien expliqué pourquoi on ne voulait pas faire ces verify qui, en tout cas, ne servent pas. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, on ne les jette pas tous à la poubelle, ces verify. Non, au moins, c'est important de faire des vérifications. Typiquement, quand vous avez votre service qui fait de la notification. Admettons que votre service fait de la notif de SMS, d'accord, appelle un composant qui fait la notif de SMS, ça peut être utile de vérifier que votre composant, sa dépendance qui fait lui-même la notification est appelée, donc il y a l'ordre, etc. D'accord, donc il y a vraiment des cas dans lesquels c'est utile de vérifier. Mais en fait, il faut savoir utiliser les mots. Voilà. C'est ça. C'est un peu notre logique. Ok, ça te va? Moi, ça va. Sur les mocks.
Alors, en Donc, ça vous termes... Qui c'est qui utilisait Mockito? Je sais plus si on a posé la question. Ouais, quand même. Ici, il y a plusieurs modes. Ici, Alors, normalement, il le fait en fonction de ton contrat de service, en fait. Si ton... Plusieurs mocs injectés dans la classe à tester ou, Nous, on utilise l'injection. Moi, souvent, j'utilise aussi l'injection prime. Hein. Bon, je vais expliciter mes comptes. Après, quand tu as plusieurs modes à injecter. Après, il suffit d'enchaîner les mocs les uns à la suite des autres, ils seront tous injectés au service. Par contre, à chaque fois, il n'y a qu'une seule classe dans laquelle tu peux recevoir des mocs. Est-ce que tu n'as qu'un seul service qui est testé? Là, on sur la responsabilité, un test, et là, il faut pour tester une seule classe. Et après, il sert en fonction de ton typage, que je fais repository, c'est bon. Après, on voit aussi beaucoup de codes, en tout cas moi j'en fais, hein, qui utilisent aussi l'injection Spring. Hein, toute une, pour ceux qui utilisent les architectures à base de Spring, tu as aussi t'as la prise Spring Test avec toutes les classes techniques qui vont bien pour les injections. Ok, donc on a pas mal parlé de maintenabilité. Donc la question que je voudrais te poser maintenant, Guillaume, c'est comment tu fais tes tests d'interaction avec ta base de données? C'est ce que j'utilise en fait. Ouais. Comment tu fais? Bah, début unique. En début unique, j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns qui l'utilisaient aussi dans la salle. Ouais. Ok. Tu peux me montrer un peu comment tu fais? Ouais, pas de soucis. Je vais retrouver ma classe. Donc DBUnit, c'est un framework, enfin c'est une petite librairie qui est assez vieille, mais qui est encore pas mal utilisée. Hein. Parce que c'était un peu la seule qui vous permettait de tester vos composants d'accès aux données, au DAO, vos repositories. D'accord? Son principe, c'était d'être basé, enfin c'est toujours, hein, ça existe toujours, même si c'est plus trop maintenu, mais c'est d'être basé sur des fichiers XML. Donc vous avez des datasets XML sur lesquels, à votre classe de test, vous travaillez sur ces datasets XML. Vous allez injecter dans votre base de données un certain nombre de ces datasets et vous allez ainsi initialiser les tables de base avant de lancer votre test. Donc ça, c'est quand même bien confortable. Moi, je l'ai utilisé pendant quand même longtemps. Avec DBUnit, vous pouvez également faire des assertions une fois que votre méthode de service a été apprise, votre méthode de repository a été apprise, vous faites une assertion entre un dataset XML et les targets de votre base. D'accord? Ça aussi, c'est sympa. Si tu peux nous décrire un petit test, justement. Là, mon test, en fait, il est là pour vérifier un repository qui archive les taux. Qui archive, ok? Donc, il change l'état, quoi. C'est ça, en fonction de tous les taux qui sont plus vieux d'une certaine date, en fait, ils seront mis à un état inactif. Donc, le principe, c'est que j'ai un dataset. Le dataset, au sens des uniques, en gros, c'est un fichier XML hein, qui Est-ce qu'on peut voir la tête du dataset? En fait, je vais décrire en fait, pour ma table différents champs et je vais mettre à l'intérieur toutes mes valeurs. Alors, il faut imaginer que dans une appli la vraie vie, votre dataset il est souvent énorme. Même si DBUnit vous invite à faire des datasets composites, vous avez souvent beaucoup d'éléments dans ces fichiers XML. Donc j'ai mon dataset qui est retourné à une classe mère qui va contenir toute la logique DBUnit, qui est un peu lourd à répéter dans chaque repository. Et après, donc j'ai ma méthode qui permet une fois de vérifier là en lecture justement qui me trouve une conférence à archiver, et la deuxième qui va l'archiver. Et là justement je vais tester et utiliser la fonctionnalité qui permet de vérifier l'état de la base. C'est laquelle fonctionnalité dans ton test? C'est ça, là, quand j'archive vraiment le token. Ouais. Donc ici, en fait, je vais appeler à la fin du test la vérification de ce que j'ai en base de données avec ce que j'ai spécifié dans un autre fichier XML. D'accord, mais ça c'est une méthode de ta classe abstract que tu as définie toi, quoi. C'est ça, on va aller voir ça. Parce que le truc avec DBUnit, c'est que je ne dis pas que c'est un mauvais framework, hein, mais c'est un framework qui est assez complexe à utiliser en termes de config. Et souvent, ce qu'on a à faire, c'est définir notre propre classe utilitaire pour cacher un peu cette complexité. C'est ce que Guillaume vient de faire dans cette classe abstraite. Celle que tu es en train de montrer. Qu'est-ce qu'elle fait ta classe abstraite? Bon, bah dans le before, en fait, je vais juste charger la data source J, c'est différent de la data source de l'application. Donc c'est ce que je fais ici. Et après, ce que je fais, c'est que j'initialise, je dis que je vais supprimer toutes les données avant d'insérer les nouvelles. J'injecte mon dataset qui va être envoyé par cette méthode.
Et après, la deuxième méthode, c'est celle qui permet de vérifier justement conformément à la base, les données que j'ai en base avec le fichier XML que j'ai décrit. Ton rig dataset étant implémenté, donc c'est une méthode abstraite ici, elle doit être implémentée dans toutes tes classes de test. C'est ça, et quand tu parles de code pas intuitif, tu peux voir l'exemple ici. De code pas intuitif, tu dis? Ouais. Disons que c'est assez verbeux tout ça. Quoi. Et puis en plus, ce que j'aime pas trop dans ce que tu as fait, c'est avec cette classe physique, c'est que là, tu nous as fait une belle classe abstraite pour capitaliser du code technique. Quoi. C'est ça, je vais me parler de Barbara. Tu me parlais de Barbara. Qui c'est qui connaît Barbara Liskov? Oui. Donc Barbara Personnellement, hein? Pas personnellement. Je sais pas, elle peut être toute jeune maintenant. J'ai resté encore vivante, moi, ici. Barbara Liskov, donc c'est une fille qui a, voilà, un peu comme Martin Fowler, qui a fait pas mal d'écrits sur les concepts objets et tout, et elle a défini un principe de Liskov, elle l'a appelé par son nom. Et ce principe-là, il dit, voilà, on va faire de l'héritage n'importe quand. On fait de l'héritage que quand on fait de la généralisation de comportement, ok, et surtout pas quand on veut faire de la capitalisation de code technique. Là, typiquement, tu as utilisé l'héritage comme un moyen sympa pour cacher la verbosité des limites. Après, c'est vrai qu'il y a des utilisateurs de Spring. Spring fait que ça. Effectivement, il y a aussi des frameworks, sauf qu'ils sont, enfin, dans la version 4.1, leur arbre d'héritage de 10 étages, là, ils sont en train de casser quand même. Le code de Spring devient vachement, ça change beaucoup. Donc voilà, donc ça c'est pas super, et puis en plus, Guillaume, dans ton blog, là, tu as écrit un article sur les rôles G8. C'est vrai. Et les rôles G8, bah, je trouve ça quand même plus élégant que les pauvres classes abstraites, parce qu'en plus, les classes abstraites, ce qui est pénible, c'est que quand vous devez utiliser plusieurs utilitaires, enfin utiliser des uniques, imaginons que vous avez besoin d'autres trucs, là vous avez des classes abstraites qui viennent super obèses, quoi. Qui font à la fois des uniques, à la fois d'autres fonctionnalités, et ça devient vite illisible. D'accord? Donc c'est un des problèmes des héritages techniques. Et les rôles G8, on va les voir juste maintenant, donc j'en parle dans son blog. Moi, je les connais peu, mais tu vas montrer comment les utiliser. Et ça permet de pouvoir utiliser plusieurs comportements techniques à mutualiser dans une classe de test. Mais on moi, je connais pas. Ben, justement. Tu parles moins. Il dit tout le temps que je parle beaucoup. Pauline. Alors, comment je fais? Et ben, tu vas transformer ta classe abstraite. Ouais. Donc après, le principe des rôles JUnit, elles ont été introduites dans les dernières versions de JUnit. Et le principe est simple, il suffit d'implémenter une interface qui s'appelle test-rôle. Donc on peut partir à bas niveau, ou sinon on peut utiliser des classes concrètes qui sont déjà mises en place par le framework. Et on va en utiliser une qui s'appelle external resource. D'accord. Donc déjà, ce que tu peux faire, c'est un abstract. D'accord. Renommer ta classe, on va l'appeler rôle des units. Tu vas étendre une classe Ok. external Donc resource. c'est là que tu me dis que je vais pouvoir utiliser un héritage. C'est ça. Ça. Voilà. Ok, ça me va bien. Donc là, il va falloir bien implémenter des trucs, c'est ça. Et qu'est-ce que là, cette classe en fait, de particulier? Tu n'as rien besoin d'implémenter en fait. Par défaut, tu peux l'utiliser telle quelle. Et elle te propose en fait de définir du comportement qui sera exécuté avant chaque test et après chaque test. Sur le before et le after, on peut voir ici. Donc nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va surcharger. Je peux supprimer la méthode abstraite, La facilement. méthode abstraite, tu peux la supprimer. Ok. Donc du coup, tu veux que j'écrive quoi? Là, bah, tu peux la surcharger. Comme tu veux. Sinon, tu peux utiliser l'idée aussi. Ok, et qu'est-ce que je mets dedans? Donc ce que tu vas mettre dedans, tu vas mettre le code ce que tu trouves en base avec la notation d'histoire de Gmail. Ah oui, d'accord. J'aurais pu la renommer en fait. Ouais. Ok. Donc tu peux enlever ton statique sur la classe d'avant, le before class, le statique est imposé par le before class de Gmail. Ah, vous avez dessiné. C'est sympa. Bon, t'as une excuse, c'est mon PC. Donc, après... Ok, et puis après, donc ton before ne sert plus à rien, tu peux le supprimer. on y va.
la notation en fait. D'accord. Et Donc l'apport dataset, ouais. Ok. Voilà. Donc après, ton read dataset, la méthode abstraite qui était présente avant, donc tu vas devoir injecter un dataset. Donc là, tu vas passer par un constructeur en fait. Un constructeur de mon Ta classe. d'accord. Et tu vas prendre le dataset. Donc du coup, c'est mon dataset que je vais retrouver là, Ouais, c'est ça? par contre, sur ton histoire, je suis pas sûr. Tu peux faire un alt insert, on va changer le. Je t'attends pour ça. Sur le override méthode. Ah, tu veux utiliser Et là, c'est sur l'external ressource. Non, c'est bon, là. Si tu ne le proposes pas, c'est que c'est bien suffisant. c'est bien ça, hein? Vas-y, c'est bon. Non, souhaite. C'est un protective. Bon. Il y a un protective à ta public. Ok, et ça? Ok, autre chose? C'est pas avec fin. Et ça, après? Non, par contre, on a dataset. Vu que tu l'achètes par constructeur, on l'a mis sur le rien. Exact. Je n'ai plus besoin. Ensuite, Une exception. Fais un score exception sur. ok, ensuite, C'est toujours une exception, donc tu peux caster l'exception. Voilà. ok, Donc là, c'est bon. Donc il y a une erreur en haut qui se dit. Ouais, c'est que tu as renommé sans renommer la façon de faire un at entrée pour renommer le fichier source. Une line file. ok, Voilà. mais c'est tout ce qu'il y a à faire. Et c'est tout. Alors par contre, vu que je suis sur une route, là, il ne doit pas gérer le runner, quoi. Non, ça tu vas le mettre sur ta classe de test. D'accord. Donc, tu peux aller à l'intérieur, on va les adapter justement pour casser l'héritage. Ok, Tu peux coller ton runner. Donc là, Ok. ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer la roule avec une annotation roule. et donc c'était ma roue des limites. Ouais. Donc tu l'instancies. Tu vas passer, tu demandes dans le constructeur de passer en fait un dataset. Tu peux Ah oui. utiliser ton rig dataset. Je passe, d'accord. Ok. Donc Et là puis- en bas, tu dois faire référence à la roule parce que je crois que tu appelais une méthode de classe abstraite. Donc là, tu as juste à mettre avant ta roule. Et tu peux lancer. That's all. Oula. Voilà. Ok. Tu n'as plus d'abstraction. Effectivement, c'est pas très compliqué d'utiliser le roule. Et en plus de ça, je peux imaginer de les chaîner, j'imagine, ces rôles. Là, tu peux en enchaîner plusieurs et tu peux préciser un certain rôle devant tu as un rôle chain qui permet justement de dire dans quel ordre tu vas les charger. Ah oui, tu veux dire, si je dois, dans ton before, si je dois d'abord exécuter la roue des limites avant, je ne sais C'est pas. ça. D'accord. Et ça permet aussi de, donc tu casses l'héritage, mais tu peux aussi passer de tous les run read. Sur mon blog, par exemple, j'explique comment on peut se passer du runner Spring, juste en rajoutant une rule. Et D'accord. comment enchaîner justement les bon, après, on va. Ce qui est important ce soir, c'est justement d'aborder le sujet des rôles. Après, on va pas non plus s'attarder et faire toute l'aspect. Et on va enchaîner sur le reste. Alors, bon, c'était bien parce que je ne faisais pas les rôles, mais maintenant, on va reprendre ton rôle de ça. Derrière clavier, Alors, Merci. donc il y a un truc quand même dans ta classe de test, c'est juste à la fin. Ton truc super nerveux là, où tu fais une insertion de ton dataset. Donc en fait, après avoir exécuté appelé ton repository, tu fais une insertion et tu vérifies si en base, tu as bien le résultat attendu. Franchement. En plus de ça, tu as vu ce que tu dois faire?
Bah, il faut que j'écrive des transactions parce qu'il faut que je sois sûr en fait que j'ai eu mon commit avant de pouvoir comparer ce que j'ai dans le fichier XML et ce que j'ai en main. Je fais une démarcation programmatique de cette transaction, en fait, c'est un peu moche. Où c'est, tu vois, j'arrive même pas à voir où est ton repository attesté. Ce que je teste, c'est ça en fait. Bah ouais, mais tu vois, c'est pas très visible dans tout ton bloc qui est dédié à la démarcation transactionnelle. Parce que oui, dans ton cas, forcément, ton repository, c'est ta méthode de test qui est transactionnelle. Et du coup, toi, tu veux forcer le commit pour vérifier peut-être ta base. C'est ça. Ouais. Alors, franchement, est-ce que dans ton cas, je peux pas te dire, je ne vais pas tester le comportement d'Oracle, d'accord? Moi, ce que je veux faire, c'est vérifier l'état de ma session. L'état de ma session correcte. Donc, dans ce cas-là, tu n'as absolument pas besoin de surcharger, de redéfinir une démarcation transactionnelle à toi, et tu vérifies l'état de ta session. C'est vrai. Donc, au final, je pourrais faire tout ça en fait. Exactement. C'est un vrai code technique pour rien. Alors, il faut savoir qu'on a mis cet exemple-là. Il y avait un sondage, je ne sais plus, un article qui avait regardé un petit peu le pourcentage d'utilisation des fonctions d'assertion de DB-Unit. C'est que dalle, hein. Personne n'utilise les fonctions d'assertion de DB-Unit. Donc là, il faut rendre ta méthode transactionnelle, peut-être. Non, mais déjà, c'est la roue de DB-Unit qui doit être. Ah oui. Voilà, les datasets d'assertion DB-Unit sont presque pas utilisés. Et c'est pas choquant, hein. C'est normal dans le sens où maintenir, vraiment, hein, dans le temps, je peux vous certifier parce qu'on l'a vécu sur plein de projets en commun avec Guillaume, maintenir dans le temps ces fichiers XML, ne serait-ce que ceux qui vous servent à initialiser votre base de données, déjà c'est pénible. Et si en plus vous devez maintenir des fichiers datasets XML expected pour vérifier vos on peut faire pour les lunettes et l'insertion. À l'époque, on devait avoir 100% de couverture dans ce là. Voilà, on avait changé. Après, on passe plus de temps à corriger les tests qu'à faire des et à maintenir le fichier XML. Voilà. Donc, voilà. Moi je trouve qu'on arrive à un résultat correct. Pas correct, c'est vite dit. Le truc quand même qu'on voit ici, c'est qu'il continue à faire du XML, quoi. Ouais, malheureusement, ouais. Parce que c'est vrai que depuis que je suis passé à String 4, ou même si on prend la dernière version de JE, on n'a plus de XML. Ouais, vous allez voir, je vais faire de la pub là-dessus, d'ailleurs vous dire, voilà, XML on n'utilise plus. Donc il me reste que des limites, tu utilises. Exactement. Et est-ce que tu as mieux à me proposer? Ouais. Ah. Pas mieux. Donc, je peux te proposer une solution pour ne plus faire de XML, quoi. On est des développeurs, et ce qu'on aime bien quand on est développeur, c'est utiliser des API. Et pouvoir programmatiquement définir un jeu de test, un petit peu comme ce qu'on a fait avec JIT Param. Donc, je te propose de regarder un petit peu ce qui va nous permettre la liste des DB-Setup. Sont des DB-Setup de Ninja? Alors, effectivement, DB-Setup, c'est un produit Ninja Squad, mais c'est un produit open source qui a été fait par un des ninjas qui s'appelle Jean-Baptiste Nézet. Donc, si on ne vend pas, tout ça, c'est open source. Je ne sais pas Ninja, je ne sais pas la. D'accord, donc du coup, on va te le faire tester pour voir ce que tu en penses. Allez. Ça va? Je vais te la tester ensemble. Quand tu me diras parce qu'on a déjà la version 1.3. Tout à fait. C'est sorti, alors je sais exactement que c'est sorti il y a une petite année. Une grosse année. Ok, donc DB-Setup, donc voilà, son principe, quand elle a été développée, cette lib, le principe c'était de faire une librairie sans dépendance. D'accord? DB-Unit, quand vous récupérez la lib de DB-Unit, vous avez tout un tas de dépendances qui viennent avec. C'est pas le cas de DB-Setup. D'accord? Donc ça c'est la première chose. Et avec DB-Setup, vous allez ne plus utiliser ces fameux fichiers XML et tout définir programmatiquement. Donc là, on va définir une méthode before. On supprime déjà tout ce qui est limites. Tout à fait. Et c'est dans ta méthode before que tu vas pouvoir définir ton jeu de test de manière programmatique. Alors, dans cette méthode before, ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser, donc il y a dans DB-Unit, il y a ce qu'on appelle des opérations. Ces opérations correspondent à ce que vous voulez insérer en base. D'accord? Donc, tu vas définir une opération. Voilà. Tu as une classe qui s'appelle Operations, qui va te permettre de définir toutes les opérations dont tu as besoin, et nous, on va définir une séquence d'opérations. On va faire plusieurs. Exactement. Donc, tu définis voilà, une séquence d'opérations. Alors, il y avait un truc que tu faisais qui était pas mal. On en a pas parlé tout à l'heure, c'est que quand dans DB-Unit, tu faisais un clean insert. C'est-à-dire que tu n'avais pas de teardown, tu n'avais pas de méthode after, d'accord?
tu avais juste une méthode before qui faisait un clean insert. Donc ce principe-là, moi je le trouve pas mal, c'est préconisé par pas mal de frameworks de tests. Donc du coup, on va faire ça. D'accord? On va faire un delete en base de tout ce qui concerne ton jeu de test pour cette classe. Donc de matin ou de méta, c'est ça? Toutes les tables. Voilà. Donc là, tu vas avoir un delete all. Là, tu travailles que sur des talks. Donc tu vas spécifier ta table talk. Voilà. Là, tu vas pouvoir enchaîner sur des opérations d'insertion. Donc tu dois avoir un truc qui s'appelle inserting to, où là, tu vas pouvoir spécifier tes colonnes et tes valeurs à insérer. C'est un builder. Ok. Et l'API Fluent. Ouais. Donc API Fluent, hein, c'est le cas de la plupart des petits scripts de test qui vont du temps. Donc j'ai le droit de tricher comme tout cela. Ouais. Je vais pas taper toutes les colonnes à la main. T'as le droit. Alors l'appui, c'est pas la puissance. Ce qui est cool hein, avec ce genre de Bible, c'est que vous êtes chez vous. Vous écrivez votre code de test de manière programmatique. On n'est plus dans le XML. Donc ça, c'est quand même sympa. Et ce que ça sous-entend aussi derrière, c'est que vous pouvez écrire du code un peu plus évolué que du XML pour pouvoir générer des valeurs aléatoires ou genre de choses. Avec les units, on était quand même vachement plus coincé à ce niveau-là. Donc voilà. Donc là, tu as écrit ton jeu de test. Donc là, tu as un petit taux sur ta table des taux. Tu as inséré tes données. Donc c'est les mêmes données que tu avais dans ton fichier XML. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser la classe DBSetup. D'accord. Tu vas faire un DBSetup. Et en injection du constructeur, tu vas utiliser une datation estimation. Donc la méthode with de cette classe te demande de travailler sur une datation. Donc tu t'injectes une datation. Ce qui est bien, c'est qu'on ne redéfinit pas de datation comme dans les DBNI. Ouais, avec les DBNI, tu peux faire un truc un peu compliqué, un peu l'entité pour pouvoir utiliser la datation de votre projet. Là, vous avez votre datation, vous l'injectez, et c'est elle qu'on va utiliser tout bêtement pour injecter votre valeur test. Okay. Et tu demandes ton opération. Ça peut être une opération de limite. Tu vas te sauver et tu vas lancer du coup ton insertion. Donc, tu as une méthode launch sur ton DBSetup. Ouais. Et là, on est bon. Non, on vérifie. Okay. Donc là, on a banni le XML. D'accord? On a gardé notre variabilité dans le jeu de test en définissant de manière complètement programmatique, d'accord, avec des limites. Et on pourrait imaginer, donc nous sur les projets sur lesquels on bosse en ce moment avec Guillaume, c'est ce qu'on fait, toutes ces définitions de données, on a une classe dédiée qui va nous référencer nos différents jeux de test. D'accord, si vous voulez trouver cette classe de test. Okay. Surtout aussi quand on veut mutualiser, ce qui est bien souvent quand on est dans une application métier, quand on va gérer des clients, le client va l'utiliser dans plusieurs classes de test. Donc au lieu de le redéfinir à chaque fois, on préfère mutualiser ça ailleurs dans une classe, des méthodes statiques, des variables statiques qu'on va importer dans chacun des tests. Et puis, un des trucs sympas aussi dans DB Setup, c'est que dans DBU, on est toujours un petit peu embêté sur les dépendances cycliques. Quand vous avez une table produit qui a une for empty sur une table vendeur qui a même une for empty sur une table produit, vous avez une différence entre les tables. Et c'est toujours embêtant ça pour les insertions dans le jeu de test. Souvent, ce qu'on est obligé de faire, c'est on insère son for empty et puis après on
Voilà. Et celle-là, c'est si le tu factory. t'appelles, voilà, c'est le factory, si tu appelles une séquence dessus, bah, tu vas pouvoir définir la séquence que tu veux. Tu vas pouvoir dire, je définis une séquence qui démarre sur A1. Je suppose que c'est le défaut. Ouais, voilà. Et après, on trouve les valeurs sur. Et tu peux dire j'incrémente de 10 en 10, etc. Ok. Par défaut, ça démarre à 1 et ça Là, je peux monter supprimer mon ID. Exactement. Donc voilà, c'est un des trucs sympas qu'on peut retrouver dans cette librairie pour pouvoir s'abstenir de définir à la main dans nos jeux de test tous les ID. C'est pénible, quoi. Et ça, on ne fait pas. On n'a pas le temps de tout voir, hein. On pourrait faire beaucoup plus de trucs susceptibles. Le but, c'est pas de faire passer trop de temps non plus dessus, hein. C'est que vous avez des portes d'entrée sur les outils. On peut faire la même chose sur les dates. D'accord? Vous avez des dates generators qui vous permettent de générer des dates aléatoires entre 2014 et 2018. D'accord? Vous avez plein de manières de générer vos valeurs. On est dans du code, quoi. Donc on peut bénéficier de la puissance dans du code en conservant en fait d'être non XML. Ok? Un des trucs aussi dont on peut parler sur DB Setup, que moi j'aime bien en tout cas, c'est j'ai toujours trouvé pénible de devoir en fait avec les DB de devoir, même pour les méthodes qui sont en librairie, à chaque fois pour la méthode de test qui va suivre, à devoir quand même faire un clean insert. Parce que ça me prend pas de temps en fait, en termes de temps d'exécution de méthode de test. Alors si vous testez, on va dire 5 méthodes, et sur ces 5 méthodes, vous en avez 4 qui fait la lecture, qui faille, à quoi ça sert à chaque fois de faire des clean inserts dans votre before. Donc, avec DB Setup, vous pouvez utiliser un DB Setup Tracker. D'accord, donc en fait, je vais charger dans la base que vous avez besoin. Voilà, tu vas pouvoir dire en fait, pour cette méthode-là, je skip le prochain lancement. C'est-à-dire que pour cette méthode-là, je suis en lecture seule, donc je ne veux pas qu'au prochain lancement, j'ai un clean insert qui se lance. Au prochain lancement de la prochaine méthode de test. D'accord ? Alors, DB Setup Tracker, donc tu vas déclarer un variable d'instance de manière statique. Pourquoi? Parce que JUnit, il va lancer une instance de votre classe de test pour chaque méthode de test. Donc on va déclarer de manière statique. Voilà. Et tu vas en fait wrapper ton DB Setup dans ton DB Setup Tracker. C'est lui qui va lancer, tu ne vas pas appeler le launch DB Setup, mais tu vas appeler le launch necessary DB Setup Tracker. DB Setup. Voilà, c'est ça. Et je m'enlève Le DB Setup Tracker. Et tu enlèves ça. Ok. Donc là, tu dis simplement, bon, soit à l'écoute éventuellement de méthodes de test qui te disent de ne pas redéfinir un clean insert sur la prochaine méthode. Si c'est le cas, tu ne le fais pas. Donc, prends une de tes méthodes en librairie. Voilà. Et là, tu fais un skip next touch. Voilà. Exactement. Donc là, tu viens de dire, je ne veux pas que la prochaine méthode de test, j'ai un clean insert qui se déclenche parce qu'a priori, moi, dans cette méthode-là, je n'ai pas touché aux données. Ok? Vu que j'ai fait que du find. Alors ça paraît tout bête, mais en termes de perf, ça se sent vachement. Enfin, vachement. On verra dans nos jeux de données, pas tant ça, parce qu'on n'a pas beaucoup de données, mais ça peut se sentir beaucoup quand vous avez des jeux un peu conséquents. Quand vous avez beaucoup de données de référence, des choses comme ça. D'accord? Alors, si on veut un peu plus se rendre compte de ce que donne la perf, justement, si on compare un peu ces deux frameworks, parce que quand on parle de confiance, c'était le dernier axe, un peu blabla, marketing qu'on avait dans notre presse, on disait, voilà, il faut avoir confiance dans nos tests. On a confiance dans ces tests quand on les exécute souvent. Et s'ils sont longs, on ne va plus les exécuter, ces tests. Et ça, c'est quelque chose qui va les mettre à mal. Et du coup, plus ils sont courts, mieux c'est. Et ça va être le cas, on va essayer de regarder si on peut raccourcir leur durée d'exécution. On peut le faire, on n'a pas fait une campagne de test très poussée, on a juste utilisé les fonctionnalités de framework TestNG. Donc là, on va abandonner JUnit en moment pour passer sur TestNG.
TestNG, c'est un framework de test qui a été inventé surtout pour faire des tests d'intégration. Donc, on va retrouver à l'intérieur des méthodes qu'on ne retrouve pas dans Unity. Typiquement pour faire du traitement multithread ou aussi pour invoquer plusieurs fois une méthode de test. Là, c'est typiquement ce qu'on va faire, c'est que je vais juste demander en fait à la méthode pour retrouver les confs archivés, je vais l'invoquer 1000 fois dessus. Avec une location current. Donc c'est ta même classe de test, mais écrite que TestNG, quoi. C'est ça. Et tu as utilisé TestNG, pas uniquement pour le fun, mais parce que c'est le seul framework en comparaison à Genic qui te permet d'utiliser une location current. Donc là, je lance les 1000. Donc là, c'est quoi? C'est le début unique que tu as lancé là. C'est des limites. Donc tu l'invoques 200, 1000, tu as dit? 1000 fois. Ok, donc 1000 fois, il va faire ses insertions, etc. Quoi. Et après, on va comparer ça avec des setups. On attend. Je peux personne n'est fatigué. Hein. Donc 24 secondes. 24 secondes, ok. Je relance exactement le même test. Donc on refait la même chose. Alors par contre, attends, tu vois. Avec des setups. Ouais, mais alors voilà, ça me plaît bien, c'est-à-dire que tu as utilisé DB Setup dans les mêmes conditions, c'est qu'on n'a pas utilisé le tracker ici. Si on avait utilisé le tracker, c'est un peu de la triche. Parce que, voilà, forcément, ça va être beaucoup plus rapide. Là, tu fais les insertions à chaque fois. C'est ça. D'accord? Donc, on compare vraiment la performance intrinsèque du framework. Donc on passe On de fait 24 les secondes 1000 et quelques exécutions. à 9 secondes. Donc on peut dire qu'on est quand même beaucoup plus performant. Alors, c'est pas magique. Enfin, JP, c'est un mauvais exemple, mais. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant aussi de montrer celui d'après avec le tracker. Ouais, tu peux. Vas-y. On pourrait penser qu'on est sur les mêmes gains de performance en fait, quand on ne charge pas la base de données. Et en fait, on va gagner, mais pas tant que ça. Donc, tu es passé de 24 à 9. À 9, et là, je suis à 7. Et là, tu es à 7,5. Tu voulais dire? En fait, tout ça, c'est lié au fonctionnement en fait, de DB8 qui parse à chaque fois des fichiers XML. Donc, c'est plus ça qui prend du temps que d'aller interroger la base. C'est ce qu'on peut faire. Exactement. Et en plus de ça, DB8, si vous regardez son code, il va ouvrir une transaction à chaque ligne du fichier XML, par défaut. Donc ça, c'est super bien. Au-delà du parsing XML. Vous pouvez optimiser, vous pouvez changer des choses comme ça, mais par défaut, c'est ce qu'il peut faire. Non, on a une seule transaction en fait. Donc voilà, la performance elle est là en fait. C'est pour ça que je disais qu'il n'y avait rien à agir. Non, on ne part pas du XML. Et évidemment, on ne part pas du XML et on a une seule transaction. Ok? Donc voilà, pour essayer de vous inviter un petit peu à utiliser ce framework. Voilà, donc il n'y a pas, enfin pour moi l'aspect perf il est super important, mais tout autant que l'aspect on utilise une API. C'est du programmatique, on est plus dans du XML. Ces deux aspects sont pour moi équivalents. Qu'est-ce qu'on pense, Guillaume? Ah, ça me plaît, moi je suis plus XML, ça va. C'est ça? Et pour la petite histoire, c'est que depuis que j'ai découvert des VCTop, moi j'utilise pratiquement tout le temps aujourd'hui parce que je ne supporte plus de maintenir des fichiers XML de données. À chaque fois qu'on va faire du refactoring dans les applications, on passe plus de temps vraiment à maintenir ces fichiers XML de données que d'aller faire les correctifs. Alors qu'avec des VCTop, c'est vrai qu'on peut faire utiliser tout ce que nous propose un langage de programmation et faire des changements beaucoup plus rapides. Donc, on va finir sur la dernière partie, on sera beaucoup plus rapide. Justement, on va parler de confiance, de rapidité. Tout à fait. Ah, ça c'est résumé, donc sur la lisibilité. Donc on a vu plein de choses, on a vu comment mieux nommer nos méthodes, comment les rendre en fait sur la granularité et le paramétrage de nos tests, et on a vu aussi comment faire des insertions un peu plus visibles et plus fluentes avec SRJ. Sur la maintenabilité, le slide d'après, on a vu comment écrire une rule, comment isoler nos codes techniques du reste de notre code fonctionnel de test. On a parlé de principe boîte blanche, boîte noire, où on a dit c'est quand même mieux d'essayer de faire de la boîte noire quand on peut, c'est testable. Et on a parlé aussi d'interaction, on vient de parler d'interaction avec la base de données, en essayant de voir comment ne plus utiliser des BUnit et ne plus faire de XML. Alors parlons maintenant un peu plus de confiance. Donc sur la confiance, en fait, le premier point, c'est la consistance. Ce qui est important quand on exécute les tests, c'est que quand on les exécute 50 fois de suite, il faut toujours qu'on ait le même résultat. Des choses à regarder dans les tests, justement, pour toujours arriver dans ce résultat, c'est déjà les dates, faire attention aux dates. C'est bien souvent, quand on veut tester les dates, si on ne met pas des valeurs définies, enfin une date par exemple, on va à un moment donné retomber sur des problèmes potentiels.
justement quand la date va être dépassée, si on veut tester une date future ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il demande après de revenir sur le code des tests, et ainsi de suite. Ce qui est important aussi, c'est qu'une méthode de test ne doit jamais dépendre de l'autre. Et après, sinon vous allez aussi avoir du mal à avoir confiance de savoir si l'outil pense parce que c'est à qui c'est dû. Un autre aspect sur la confiance, c'est la rapidité. Donc la rapidité, déjà, on vous a montré tout à l'heure un petit framework Infinitest, qui permet de relancer en continu les tests. Et il y a d'autres choses pour améliorer tout ça. Par exemple, il y a la catégorisation des tests, avec les catégories, GUnit ou les groupes sous TestNG. Je vais juste vous montrer rapidement comment ça marche. Tout à l'heure, quand on a lancé, quand Infinitest est lancé, il s'est lancé super rapidement. Alors qu'il aurait pu potentiellement relancer les tests de perf qu'on a vu ici. Donc en fait, ici, sur le des tests de perf, si vous remarquez, j'ai défini un groupe, TestNG, où je dis que justement il fait partie du groupe perf. Et sur le fichier de paramétrage de Infinitest, je vais juste demander d'exclure en fait tout ça, ce qui fait qu'il se lance beaucoup plus vite. Donc sur un build complet, au niveau Gradle ou au niveau Maven, on peut aussi faire la même chose. Donc je vais vous lancer le build Maven par défaut, et donc là il va me lancer mes différentes invocations, et donc je dois même taper 3000 tests. Donc bien souvent dans la vraie vie, ce n'est pas forcément des tests d'intégration, on a tendance à tout mélanger. Dans ton code, ce qui est important, c'est de vérifier le plus rapidement possible si on n'a pas de régression. Si à chaque fois on relance toute la batterie de tests en local, bah, potentiellement on peut attendre des minutes avant d'avoir le résultat. Et du coup, on peut les tests. Et comme on aime bien coder vite et d'aller à droite à gauche, pendant un résultat des tests, ça fait bien longtemps qu'on n'est plus sur la même méthode. Donc là je lance, donc là, on peut voir que c'est super long. Donc pour ce faire, quand il s'exécute, on verra le temps final à la fin. Je vais aller reprendre justement mon build de Maven sur un POM, et je vais utiliser le plugin Maven sur Fire plugin. Donc je vais rajouter une petite configuration particulière pour aller exclure les catégories ou les groupes Unit, enfin soit les catégories TestNG qu'on a définies, soit les catégories Unit ou les groupes TestNG. Merci de me remettre sur le prochain. Et donc là je vais dire en fait justement ce que j'exclus. Donc là, je vais lui dire, bah, excuse-moi le groupe perf. Donc là, il en est où? Il n'est toujours pas fini. Donc je l'ai lancé il y a combien de temps? J'ai pas la trace. On dirait qu'il a je touché le sol, donc on dirait qu'il a pas. Pour croyez-moi pas, ça prenait plus de 3 minutes. Donc il y avait 3000 tests qui s'exécutaient. Et comme tu l'as dit, on voyait qu'Infinitest, vu qu'on avait exclu le groupe perf, il ne lançait pas quoi. Il ne lançait pas ces fameuses batteries de tests de 1000. Je sais ce que c'est, tout à l'heure on a lancé un Tomcat, on a mis d'arrêter. 2000 exécutions. Donc ça c'est quand même sympa. Et alors c'est pas que pour les perfs, hein. Enfin je veux dire, vous pouvez exclure certains tests, enfin c'est pas que pour les tests de perf, vous pouvez aussi exclure certains tests d'intégration qui sont un peu longs. Des tests qui vont appeler certains composants un peu particuliers dans votre projet, qui mettent du temps à s'exécuter, etc. Vous pouvez très bien décider de les donc là, vous pouvez sur les profils aussi Maven. Avec, par exemple, sur les profils, vous définir plusieurs profils pour une fois lancer que les tests de perf, des fois que les tests des services et des fois que les tests de repo. Donc en fonction de d'où vous travaillez dans votre application, si vous avez des découpages en couches, vous pouvez relancer que la partie des tests qui vous intéressent. Ça vous permet d'être beaucoup plus réactif. Donc là, tu as 23 secondes. Là, je suis à 23 secondes au lieu de. C'est normal, j'ai lancé 3000 tests, dont 1000 avec des minutes. Donc c'était un peu plus long. Ok, cool. Donc après, une fois qu'on a fait nos différentes catégories, on peut aussi utiliser des plateformes d'intégration continue. Je suis plus dans mon écran. Quand je parle ici d'automatisation, c'est que bien souvent quand on code, on n'est que sur une petite partie de l'application. Donc on n'a pas besoin de relancer tous les tests complets de l'application. Donc ce qu'on peut faire, c'est que si vous avez une plateforme d'intégration en continu à disposition, c'est lancer ces tests sur la plateforme et continuer à travailler. Et après, ne les lancez pas en local, parce que ça permet plus de temps que de lancer votre petit périmètre. Vous traitez les régressions après. Nous, sur le projet sur lequel on bosse avec Guillaume, bah voilà, on fait ça. Dans Jenkins, on a nos tests, on a toute la version test qui compte, on se fout, c'est Jenkins. Il faut 45 minutes pour exécuter tous les tests, donc après, on ne peut pas les lancer à chaque fois.
Et du coup, chez nous, en local, on a évidemment pas tous les types de tests qui tournent. On a que des tests tellement internes. Ok, on fait un petit bilan sur tous les outils qu'on a vus. Allez. Donc on vous a parlé de 10 unités des tests MG. Donc test MG, on ne va pas forcément passer beaucoup de temps aussi parce que notre presse est vraiment focalisée sur une part de legacy, de l'appli existante. On va essayer de l'améliorer et il se trouve qu'il y a beaucoup plus d'utilisateurs de GUnit que de test MG. Même si test MG, je pense que c'est un super framework. La seule différence, un des trucs qui n'existe pas encore dans TestNG et les classes GUnit, c'est les rôles. À l'heure actuelle. On vous a parlé d'Assergy, des frameworks d'assertion Fluent, on vous a parlé de Mock et des Flowkito. On a parlé de DB Setup, qui vous permet d'avoir des tests rapides en API Fluent pour faire de XML, pour vos jeux de tests et vos composants, les devs de vos composants à base de données. Et on vous a aussi fait un rappel sur Infinitest que vous avez déjà vu avec David Gageot ici. Donc à l'époque, quand j'étais à Devox en mars, je ne sais pas si vous avez suivi les interventions de Tariq Krim, du gouvernement, il a fait tout un dossier sur les développeurs pour promouvoir en fait le travail à la française. Donc à Devox, quand il était présent, on avait essayé de mettre en avant aussi tous ces outils qui étaient français. Et en fait, dans tout ce qu'on montre ce soir, on voit qu'il y en a beaucoup. Et justement, Tariq Krim, ce qu'il avait essayé de faire voir justement, lui, donc c'est quelqu'un qui est issu du bas, il essayait de montrer aux politiques que c'est bien beau de montrer les développeurs français, mais tout ce qui est fait n'est pas si mauvais que ça, parce qu'il y a plein de Français qui participent à de grands projets et qui sont mis en avant, quoi. Donc on pourra en parler un exemple pas très loin, si je prends à Lyon, on a un Romain Guy qui travaille sur Android, bon, maintenant il est sur la robotique, mais il fait des choses quand même où il met en avant tout ce qui est... Il était dedans. Romain, il est à San Francisco, mais il parle un peu de ça. Ouais, donc ça pour dire qu'il y a quand même pas mal de gens en France qui travaillent sur ces frameworks-là, c'est plutôt pas mal. Après, à la question, à la question plus générale, bon, c'est sympa vos outils là, vous avez plein, vous savez, moi, mais c'est le texte qui fait que je peux pas mettre en place tout ce que je veux, etc. Moi, je reprendrai une parole de Joël Spolsky, un mec qui a monté pas mal de start-up sur la côte ouest des États-Unis, qui a sur Excel aussi, voilà, un mec qui fait plein de trucs. Il dit un truc, il dit bon, sur un projet qui code, un développeur dit bah, c'est excellent, ouais, bah, c'est toi qui code, c'est toi qui as le pouvoir. Voilà. C'est vous qui avez le pouvoir, donc c'est à vous de, si vous trouvez ces outils intéressants, si vous pensez que vous les avez trouvés intéressants et que ça vous donne envie un peu de les essayer sur votre projet, bah, allez-y. Voilà. Parce que c'est leur mise en place, enfin, j'espère qu'on est arrivé à ça aujourd'hui, leur mise en place est vraiment pas très compliquée. On fait du refacto sur du legacy pour ça. C'est pour vous montrer que c'est pas super lourd de mettre en place un petit framework supplémentaire pour vous permettre de gagner en temps de maintenance de vos tests et surtout sur leur pérennité, leur fiabilité. Voilà. Ouais. Je vous remercie et si vous avez des questions, à tout disposer et répondre. Donc c'est nous là. On part pas tout de suite là. J'ai une question, moi ce test MG, vous avez rapidement dit que ça va me faire de multi-threading. Qu'est-ce que ça permet? Est-ce qu'on a des assertions, des choses? Est-ce que c'est des trucs de thread? Qu'est-ce que ça permet? Ça va lancer plusieurs classes de test, on va pouvoir la lancer sur plusieurs threads. Oui, mais il nous fournit un pool de threads, mais derrière il ne va pas nous fournir d'autres outillages. T'as pas d'assertion, hein? Oh, il n'y a pas de. Non. Non. C'est juste sur le lancement. C'est sur le lancement en fait, c'est sympa, mais t'as rien qui va dire vérifie bien que ça s'est exécuté en moment. Après, sur c'est vraiment TestNG sur le multithreading, c'était bien sur des contextes où on fait du multithreading. Mais après, bien souvent, quand on parle de rapidité, certaines personnes ont tendance à rajouter des fonctionnalités, par exemple, de GUnit pour lancer les tests en parallèle. Donc ça se fait. Le problème, c'est qu'en faisant ça, bien souvent, on va les lancer en parallèle, mais ça ne correspond pas au contexte de l'utilisation de l'application. Donc potentiellement, on peut générer d'autres problèmes qui ne sont pas liés à ce qu'on cherche à vérifier au départ. Tu te rajoutes des tests liés au multithreading, justement. C'est le problème lié à ça. Et la programmation multithreading, c'est pas, même si c'est de plus en plus simple, il y a quand même quelques notions qui ne sont pas toujours très, qui sont pas toujours très assimilées par des développeurs débutants ou même des plus. Après, je sais pas pourquoi il est moins utilisé TestNG. Je pense que c'est aussi parce que GUnit est beaucoup plus ancien et a une grosse base ancrée dans Legacy.
Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, bon, je ne prône pas l'un plutôt que l'autre, hein, même si j'ai peut-être une petite préférence pour TestNG, mais c'est vrai qu'il a quand même pas mal d'avantages. Mais je pense que c'est la base existante qui fait que il y a plus de limites sur les applis. Mais après, Unity, je ne vais pas la jouer non plus. Hein. Il y a une super évolution du framework. Il y a eu une grosse période, la période de Unity 3.1. Non, ça a duré des temps. Pendant des années, on avait Unity 3.1 et ça ne change jamais. Voilà, depuis la version 4, il y a quand même eu une sacrée amélioration et je trouve que c'est un peu important. Depuis l'arrivée de TestNG. Ouais, voilà. Ils sont un peu poussés aux fesses. Poussés Unity, là. Ouais. Une question, est-ce qu'on peut combiner le string test avec Mockito? Ah oui, il n'y a pas de souci. Après, ça dépend ce que tu vas faire. Si tu fais sur TestNG, enfin sur Spring Test, il y a tout un tas de choses pour faciliter les tests. Si par exemple tu vas faire des mocks sur, j'utilise par exemple sur la partie MVC, j'utilise la partie mock qui est fournie par Spring Test. Voilà, j'évite de mélanger. Mais après, potentiellement, tu peux chaque fois mélanger un peu tout. Après, c'est bien de faire des injections. Il ne faut pas faire à la fois des injections mock et des injections Spring. Bah, autant faire un truc de manière unique, quoi. Mais c'est deux trucs comme ça. Je parle des injections, des injections. Des injections de DAO, des choses comme ça. Pour un service. Moi, ça m'arrive des fois, quand je faisais vérifier un comportement d'un DAO, de l'injecter via Spring, d'aller jusqu'à la base de données, et par contre de bloquer tout le reste. Via Mockito. Justement pour réduire les dépenses vis-à-vis de la base de données. Ah, voilà. Merci. Oui. Ouais, vous avez montré brillamment, je pense, ce soir, qu'on peut faire des jolis tests, bien les écrire, les rendre visibles. La question c'est, oui, ok, mais est-ce que faire des jolis tests, ça rend forcément le mec qui les fait un bon testeur? Non, parce qu'un bon testeur, il teste. Alors que le testeur. Derrière les aspects de couverture, de testabilité en fait. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé forcément de couverture, on peut en parler justement. Bon, moi je pense que quand même, faire un test qui va être plus maintenable dans le temps, ça te fait toi un bon testeur dans le sens où tu ne vas pas mettre à mal la maintenabilité de ton appli. Donc ça, c'est pas mal. Après, il n'y a pas que ça. Et d'avoir un test aussi lisible, ça permet aux autres développeurs de rentrer facilement dedans. Ouais, voilà. Parce que moi, bien souvent, quand je rentre dans des tests sur des vieilles applications où on était au début de Unity et tout ça, c'est le moment où on réécrit le test. Je voudrais écrire le test pour le comprendre. Donc voilà, au moins, le fait de faire attention à la lisibilité et tout ça, ça permet à n'importe qui de rentrer dedans. Après, sur la couverture test, on n'est pas forcément nous pour tout tester, quoi. Donc typiquement, par exemple, quand on est sur des méthodes CRUD de repository ou des choses comme ça, on n'est pas forcément amené à tester ça. Voilà. Donc la fameuse couverture de test à 100%, pour moi, elle est vraiment illusoire. D'accord? C'est-à-dire que avoir 100% de couverture de code sur ton appli, c'est quand même relativement rare. Après, tu peux très bien, si tu veux faire les choses propres, dire, ok, je vire du spectre tel ou tel type de méthode à tester pour arriver à une bonne couverture. Mais il y a des choses, typiquement, on ne teste pas le comportement direct de l'oracle. La méthode safe sur la session, je la teste pas. Une des choses ciblées, notamment par le mouvement de mock, c'était ça en fait, c'est tous ces gens qui voulaient avoir forcément 100% de couverture de l'application par les tests et qui introduisaient en fait plus de problèmes qu'autre chose, parce qu'après il faut maintenir tout ça. Quand on a une base de test qui est beaucoup plus importante que la base de code, après à un moment, là c'est pas trop normal. Et c'est vrai que moi je vois mon cas particulier, avant j'avais tendance à tout tester, tout ce qui était fluide et tout ça, alors qu'on utilisait des objets Spring qui faisaient déjà ce travail, donc on faisait que vérifier le comportement du Spring en fait. De Spring Data. Alors que quand on fait des services un peu plus intelligents avec là vraiment des règles de gestion métier, là c'est là où c'est important de tester. Ou des finders, ou même si je reprends la partie base de données, des selects un peu compliqués, des choses comme ça. Ça c'est important de tester, quoi. Non, je suis d'accord, effectivement tester une appli à 100% c'est illusoire. Hein. Mais avoir la couverture sur une méthode particulière, savoir qu'on a le foiré, le cas voilà. d'exception, genre de choses, je pense que c'est important. Ça c'est super important. Oui, sur une méthode particulière, si par exemple il y a une méthode critique, bon, c'est là pour vraiment que je la teste et que tu te rends compte la couverture qu'on a testé la moitié, ça craint, c'est sûr. Après, c'est une pratique aussi de développement qu'on peut s'améliorer, c'est-à-dire quand tu fais de la revue de code ou du pair programming et tout ça, le partenaire, celui qui fait la revue ou qui est à côté en train de regarder le code, il faut aussi focaliser sur la partie qu'il faut bien tester, des choses comme ça.
On est bien d'accord sur la couverture d'une méthode, c'est important, si elle est critique, de bien la tester, ça c'est sûr. D'autres questions? Vous avez montré comment reprendre des tests legacy, c'est-à-dire comment les améliorer. Est-ce que vous auriez des conseils pour reprendre une application legacy qui n'aurait pas de test? Alors là-dessus, il y avait. C'est quel jour qui est un peu. C'est sûr, non? Bon, on en a plein, hein, mais je veux dire, c'est vrai que nous, c'est très outil de test, meilleur outil de test pour pouvoir améliorer le test. Faire améliorer une application legacy, c'est ultra vaste. Alors, mais tous les principes qu'on a vus, on peut les retrouver. Le principe de granularité, de modularité, de lisibilité, on peut le retrouver sur l'application elle-même et pas sur les tests. Je peux prendre un masque Garios, si tu veux, et je vais te ressortir un peu ce qui sort dans cette conférence. Ce qu'il dit, c'est que si ton application n'est pas testée, de toute façon, tu ne vas pas t'amuser à réécrire tous les tests d'un coup. Tu ne trouveras jamais un chef de service ou un DSI qui va te dire je vous embauche juste pour écrire les tests de mon application qui est legacy, qui est en preuve depuis 10 ans. Ça n'arrivera pas. Par contre, on va te demander de faire des évolutions sur cette application. Donc, ça va des parties ciblées, et ce qui est important, c'est justement d'intervenir sur ces parties, donc elles sont assez délimitées, et d'essayer de rajouter des tests que là-dessus. En appliquant le principe de boîte noire. C'est-à-dire que j'ai une spec, j'ai à peu près un service, je sais à peu près ce qu'il doit faire. Donc je commence à faire un test qui plaît dans l'état. Je peux faire X tests avec toutes les valeurs d'entrée, par exemple. Et après, je vais toucher mon code, et je exécuterai les tests, et je vérifierai qu'il n'y a pas de régression. Et après, je referai des tests forts. Donc ça se fait en 3 étapes. Il dit que les tests, d'abord tester boîte noire. D'abord test boîte noire, après refacto, et après je reprends mes tests pour qu'ils soient plus clairs. Qu'ils soient plus pertinents et que la couverture soit meilleure. On n'a pas parlé aussi, on a un peu parlé des différents cas de tests, des tests hors limite, hors la limite du domaine de validité, dans le domaine de validité, etc. Donc tout ça, il les confine à la fin en fait. Au début, il sert d'un test pour pouvoir faire comme ça. Du coup, si tu refactores une appli legacy et que tu n'es pas sûr d'avoir gardé le même comportement, c'est ça qui est dur en fait. Donc, lui, il conseille, et je trouve ça super bien, de commencer par faire ces tests boîte noire. Donc, qui dit test boîte noire dit stop, c'est pas de mode trop. Quels sont de votre expérience, c'est quoi les meilleurs arguments qui vont réussir à convaincre un développeur qui n'a jamais fait de test, qui peut être débutant ou confirmer qu'il n'a jamais fait de test de valide, de réussir à convaincre bien fondé de passer du temps à faire ça? Qu'est-ce que vous allez lui dire vraiment? Argument numéro 1, qu'il ait confiance dans le code qu'il est en train d'écrire. Moi, c'est un degré, vraiment, ça. Si je suis super honnête, vraiment, ça peut m'être fastidieux d'écrire un test, parfois des intégrations, surtout quand je trafique mon jeu de données, etc. Mais c'est tellement rassurant dans l'évolution de mon code que je trouve ça super. Et puis j'avance modulairement en fait sur la fonctionnalité que j'ai développée. Alors, je vais commencer par tester correctement tel composant, puis tester l'autre, etc. Et à la fin, je suis à peu près sûre d'avoir un truc qui fonctionne. Ça me rassure, ça me donne confiance en moi dans l'évolution de mon code. Ouais, mais ça implique que ce développeur soit capable de se remettre en question et de se dire. Pour ça, tu as d'autres manières aussi de faire, c'est d'abord de laisser faire, de regarder comment il travaille, et après tu fais le faire pour avec. C'est bien se planter. Et après, justement, quand tu as des applications multicouches et quand tu commences à développer de l'expérimentation pour vérifier que sa fonctionnalité marche, donc tu n'es pas souvent sûr qu'il fera toujours des erreurs saisies ou quelque chose comme ça, tu vas se planter. Après, tu le remontes la manière de programmer en faisant des tests par couche, par exemple, tu vas redescendre. Tu montes comme ça par la pratique en fait que tu peux aller beaucoup plus vite. Et tu gagnes en productivité et en plus de ça, de repasser 50 fois sur le même test et que ça échoue sans arrêt, c'est important de le faire. Alors que quand on fait des petits tests avec une petite granularité, d'avoir pas de petits succès, c'est plutôt encourageant quand tu ça donne confiance en toi. Et après, oui, souvent, ce qui va le décourager, c'est le temps qu'il va passer à refaire ses tests à la main ou de la chaîne. Au bout d'un moment, il peut se rendre compte, c'est pas encore sûr, c'est bon week-end. Mais ouais, voilà, il peut se rendre compte que c'est très fastidieux. Plus que d'écrire une fois, en se faisant un peu de clic, ton jeu de test de manière programmatique. Vous avez une question? Ouais. Est-ce que le développeur et le testeur, ça doit être la même personne? C'est-à-dire que moi, je pense plutôt que celui qui écrit le code de test doit tester le code de quelqu'un d'autre et vice-versa. Ça dépend si tu parles de test fonctionnel ou de test Un test unitaire ou de test Test unitaire.
Ah non, moi je. Pour moi, déjà, je suis fan des pratiques de test force. Et dès que je peux l'appliquer, en fait, je commence à écrire mon test avant d'écrire le code. Donc, je fais déjà mon test. Donc après, je pense que le test unitaire, pour moi, c'est le développeur qui le fait. Après, sur la revue de code, ça n'empêche pas que celui qui va faire la revue, il va exécuter les tests. Il peut repasser sur les tests, si les tests sont compréhensibles, qui trouvent qu'il n'y a pas la bonne couverture, il peut être amené à en rajouter ou à le modifier. À les refactorer ou à rajouter les tests, il faut. Parce que si jamais la couverture est pas bonne, par exemple, il faut en rajouter tout. Et vraiment, le test unitaire, pour moi, c'est inhérent au dev. Il faut laisser tester, c'est connu. Quand je parle de l'unitaire, et comme dit Guillaume, quand tu fais, on n'a pas eu le temps de parler de tout ça, mais quand tu respectes l'approche test first, bah, écrire le test, ça t'aide à écrire ton contrat en fait, le contrat de ton service, et du coup, ça te met sur la voie de ton développement, quoi. Et les tests d'intégration? Les tests d'intégration, moi, je vois pas le même avis en fait. Enfin, il y a plusieurs écoles. Si on prend, par exemple, Google, ils ont écrit un livre sur les tests, pour savoir comment ils testaient toutes leurs applications. Mais en fait, eux, ils expliquent que chez eux, en fait, il y a des gens qui codent et il y a des gens qui testent. C'est pas les mêmes personnes, justement, ça permet de vérifier des choses que les développeurs n'auraient pas pensé. Mais après, en fonction de la taille des équipes, en fonction du contexte, c'est parfois dur de faire en sorte que des gens testent le code d'autres personnes. Sur notre projet, par exemple, les tests de perf, c'est pas nous qui les faisons vraiment. On en fait un peu. Il y a une équipe qui est dédiée aux gros tests de perf, qui montre les bécanes, les agents et compagnie. Ça, c'est un exemple où, typiquement, on va pas, parce que vous arrivez d'en faire, hein, mais il y a quand même des gens qui sont dédiés à ça. Voilà. Oui. Justement, tu parlais des tests dans l'intervalle de validité, au intervalle de validité, tu as même lâché le mot à un moment. Qu'est-ce que vous pensez de l'approche par contrat? Ce qu'on disait, hein, c'est que pour moi, un test boîte noire, ça va t'inviter justement à faire du test par contrat. Ce en quoi je crois, c'est évidemment de tester ton contrat dans le cas, dans les conditions nominales et dans les conditions d'extension. Les conditions limites, c'est plus compliqué. Voilà. Les conditions limites, c'est plus compliqué. L'intérêt qu'il y a, le premier intérêt qu'il y a sur les tests à conditions limites sur ton contrat, c'est la revue historique. Moi, souvent, quand je commence à m'interroger sur des cas aux limites, je retourne vers mon fonctionnel et je me fais revoir sa spec. Voilà. Mais les cas aux limites, je les fais plus fréquemment. Je les fais plus sur les services que sur les repositories, par exemple. Et sur après les outils qui sont orientés contrat. De ce point de vue-là, c'était plutôt le sens de ma question, mais ça revient. D'accord. Ouais, alors après, chez nous, il y en a qui en font, mais pour le coup, c'est pas nous. Tu vois, pour nous, c'est pas des. Il y en a qui, dans nos équipes, là, il y en a qui utilisent. C'est quoi déjà HPQC, des trucs comme ça. Et là, pour le coup, voilà, ils font leurs tests par contrat. C'est ceux qui spécifient. Tu vois, sur les projets auxquels on bosse, ceux qui spécifient ils font ces tests plutôt fonctionnels, quoi. Je pense que c'est bien de les faire sur une appli. Après, il faut avoir l'équipe pour et la dimension de l'équipe pour aussi. En tant que développeur, je ne vais pas utiliser HPQC. Déjà qu'on fait tout pour enlever le XML, on retourne dans un outil. Oh, Lucien. D'autres questions? Okay. Merci à tous alors. Merci à vous. Bravo. Merci à vous. On est très contents d'être venus à Paris. On a eu un super public, de super nombreux jeux, c'est bien caché. C'est chaud, vous avez dû avoir un peu chaud là sous le t-shirt. C'est ça. Il fallait en tirer ça. Je sais pas que ça vient d'un mic, donc j'ai besoin de Pierre pour la fin. Merci à tous d'être venus. Les quelques petits mots de la fin. Là, j'ai fait des slides pour vous faire plaisir. C'est quand même le début de la saison 4. Allez, aujourd'hui, on fait des slides. On va vous faire participer un petit peu ce soir. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec des Java Puzzlers, Josh Bloch et autres qui font ce genre de choses, des animations, donc des bouquins, etc. Où on vous pose un petit quiz Java.
Et c'est le but de ce soir, en fait. On va vous poser une petite question. Je vais poser une question et vous allez répondre. Voilà, donc moi j'attends les réponses. Et bien sûr, le premier qui répond correctement, ça c'est important. Voilà comment ça marche cette merde, c'est comme ça que ça marche. Exactement. Ah, voilà. Donc, le puzzle, voilà, c'est Joshua Bloch et William Pugh qui ont créé celui que je vais vous présenter. Il y a un bouquin, il y a plein de choses. C'est droite et gauche, c'est ça. Ah, c'est ça. Question de rapidité, mais lisez quand même la question d'abord. Hein. Vous avez le choix entre 4 réponses. Quel est le retour, qu'affiche ce programme? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait, hein, on va le lire ensemble. Vous avez un bidecimal payment, on lui assigne une valeur de 2. Pareil, un bidecimal cost 1.1. Et on affiche le résultat de la soustraction de payment.cost. Qu'est-ce que ça répond? C'est... Non. Mais pourquoi? Parce que, forcément, vous pouvez répondre A, B ou C, voilà, mais vu que je vais vous dire non, D, pourquoi? Parce que j'aurais fait des constructeurs avec des strings, avec des décimales. Bravo, c'est ça. Alors en fait, l'explication, ça répond effectivement autre chose que tout ça. Pourquoi? Déjà, ça vous répond ça. Super, ça fait plaisir. La réponse, en fait, elle est là. C'est parce que quand vous allez lui passer un double, en fait, les deux constructeurs, vous leur mettez des doubles, donc 2.0 et 1.1. 2.0, il sait le convertir directement, il prend 2. Par contre, il va lire la valeur de 1.1 réelle, précise dans le double, donc il va l'évaluer à fond. Et 1.1 en double, en fait, c'est ce chiffre-là. Donc quand vous faites une soustraction de ces deux machins-là, ça vous donne un chiffre idiot. Voilà, tout simplement. Donc bravo, tu as gagné. Alors, petit slide. Bon, ça je vous dirai après, du coup, c'est pas grave. Tu as gagné une licence IntelliJ et une licence Aspos qui nous sponsorise aujourd'hui sur un produit de ton choix. Aspos, c'est des outils qui permettent de faire de la manipulation de formats, typiquement Excel, Word, etc. Donc tu as le droit de choisir parmi la liste de leurs produits le produit qui te plaît. Viens nous voir à la fin. Vous avez par contre tous gagné, parce que vous avez tous participé à un e-book O'Reilly. Merci à tous nos sponsors. Et donc, pour rappel, la prochaine session, c'est le 1er octobre avec Antonio Goncalves. Venez nombreux. Et je vous invite au buffet. Merci d'être venus.